ton activité, elle pourrait être réduite à néant. Et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre de prendre. Quand on est indépendant, le syndrome de l'imposteur ne disparaît jamais. Mais moi, j'ai tendance à l'oublier, mais en fait, ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour 95% des gens. 50% de mon temps est dédié à de la création de contenu et de l'acquisition client. 50% est dédié au développement de mon offre et à mon business. L'actif le plus important que les entrepreneurs de manière générale devraient développer, c'est une audience. Est-ce que tu as conscience qu'en fait, tu donnes une masterclass de marketing pour indépendants? T'as quand même besoin de payer ton loyer, de manger, de vivre un minimum. Et ça m'a mis dans une posture où, day one, je me suis dit, ok, comment je vais faire du cash ? Charles Elias, bienvenue. Merci Mathieu. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis trop content de faire cet épisode avec toi. Je suis trop chaud, je suis content pour plein de raisons. C'est un peu grâce à toi qu'on est ici. L'adresse du studio, je sais que toi t'es résident ici et moi je suis nouveau. Et aussi, pour une raison simple, c'est que je trouve génial ton parcours. Parce qu'en fait, t'étais inconnu au bataillon il y a encore 18 mois. Et en fait, en assez peu de temps, t'es devenu une référence. T'as construit une autorité assez forte sur ton marché, qui est le conseil en investissement financier. T'as juste 27 ans, en plus, c'était sur un marché où quand même, les gars qui sont là, il y a une moyenne d'âge un peu plus élevée, en plus, il me semble. Donc, c'est doublement fort. Et voilà, comment ça se concrétise. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu que tu étais invité à intervenir dans des conférences assez élitistes sur Paris, sur la finance. Tu as plus de 16 000 personnes qui te suivent sur ton LinkedIn. Tu as plus de 9 000 personnes qui lisent ta newsletter sur le conseil en investissement financier. Tu interviews les pontes de ton domaine, donc ils acceptent d'être interviewés par toi. Dans ton podcast qui cumule, je crois, plus de 100 000 vues. J'ai pas les derniers chiffres peut-être, mais 100 000 écoutes, tu commences à entrer dans les catégories de podcasts vraiment bien écoutés. Et tout ça, tu l'as fait en assez peu de temps. Et surtout, ce que je trouve cool, c'est que tu as fait tout ça en étant expert de la finance et t'es pas expert de la com, t'es pas expert du marketing à la base, c'est pas ton métier. Du coup, je suis sûr que ça peut être super inspirant pour beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, de freelance qui se lancent et qui ont besoin de faire de la com pour leur activité, mais qui ont ni envie, ni vocation à devenir expert en marketing. Et voilà un peu ce que je voudrais aller chercher, mais je vais te laisser te présenter. Déjà, ouais, merci pour cette belle introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Charles Elias Farah, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, j'ai deux grandes activités. J'ai un cabinet de gestion de patrimoine dans lequel j'accompagne les particuliers à définir des stratégies d'investissement. Et j'ai une activité de formateur, donc j'enseigne aux gens à investir en autonomie sur les marchés financiers, majoritairement sur la bourse. C'est de la gestion passive, hein, j'enseigne pas le trading ou l'investissement court terme, moi c'est, on va dire, l'investissement bon père de famille. Et donc ces deux activités-là, j'alimente ces activités par de la communication sur mes différents réseaux. Comme tu disais, j'ai mon compte LinkedIn sur lequel je publie 4 à 5 fois par semaine. J'ai ma newsletter hebdomadaire centrée sur le conseil en investissement, sur la gestion de patrimoine, sur les finances personnelles. Et j'ai un podcast que je tourne ici aussi habituellement, sur lequel j'invite des experts et des personnalités à la fois de l'investissement, des finances personnelles, mais aussi plus généralement des personnes qui ont un rapport à l'argent intéressant. C'est presque un peu psychologique, hein. Je pense que le sujet de l'argent, c'est une aventure introspective, savoir ce que tu attends de l'argent, comment utiliser l'argent au mieux pour ton quotidien, pour ton épanouissement. Donc c'est des sujets qui me passionnent et donc j'invite des experts, des personnalités sur ces sujets-là. Et donc c'est mes différents canaux et aussi YouTube maintenant. Le podcast il est sur YouTube, il est en audio aussi. Et là je vais lancer très très prochainement, peut-être que ça sera déjà sorti quand les gens écouteront ce podcast, mais il y aura des vidéos YouTube plus classiques, Facecam. Okay. Donc voilà, ça c'est mes différents canaux d'acquisition pour mes deux activités principales. Et donc j'ai commencé, comme tu le disais, véritablement il y a 1 an. On enregistre aujourd'hui, on est tout début décembre 2023. J'ai quitté mon job de consultant dans un cabinet de conseil en stratégie, un cabinet américain sur Paris, en juillet 2022. Et donc, j'ai pris un peu l'été tranquillement et j'ai commencé véritablement, je suis devenu indépendant à la rentrée, donc en septembre 2023. Donc là, aujourd'hui, ça fait un petit peu plus d'1 an que je fais ça. Et effectivement, c'est assez récent pour beaucoup de personnes, mais pour l'instant, ça se passe très très bien.
Merci pour toutes les infos. Je voulais justement, avant qu'on rentre dans le détail de ton activité actuelle, comment tu as fait, etc., qu'est-ce qui t'avait amené à te lancer en fait il y a un peu plus d'1 an en septembre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi? Ouais. Alors ça remonte un petit peu avant septembre dernier. Ça remonte à, je dirais, mars 2022. À l'époque, j'étais, comme je le disais, consultant dans un cabinet de conseil et je me sentais pas vraiment à ma place. Ça faisait un petit peu plus d'1 an que j'étais dedans, 1 an et demi quasiment, et j'aspirais à d'autres choses pour tout un tas de raisons qui me sont propres. Je veux dire, autant l'environnement de travail, la pression managériale, les horaires de travail assez intenses. Tous ces éléments faisaient que, et le sujet de fond, c'est-à-dire que le conseil en stratégie, c'est très formateur. Conseil en stratégie, ça s'appelle aussi le conseil aux directions générales. Donc on accompagne et on conseille les dirigeants des très grosses boîtes du CAC 40. Donc c'est très stimulant intellectuellement, c'est très formateur. On touche à beaucoup de secteurs, à beaucoup de verticales, mais on creuse jamais vraiment les sujets à fond parce que les missions sont très très courtes. Ça peut aller de 2, 3, 4 semaines. C'est rare que ça dure plus de 2 mois. Donc tous les, on va dire en moyenne, les 4 semaines, tu vas changer de manager, tu vas changer de client, tu vas changer de secteur, tu vas changer de méthode de travail. Bon, il y a des gens à qui ça convient, moi ça ne me convenait pas forcément. Et donc je voulais quitter le cabinet, sauf que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et c'est là que j'ai déjeuné un jour avec un ami à moi qui s'appelle Julien Song, que tu connais peut-être, qui joue aux échecs. Il a une chaîne YouTube sur les échecs, il publie aussi sur LinkedIn, et qui avait un parcours similaire au mien. Il était aussi consultant dans un cabinet de conseil, pareil, sauf que lui, il était carrément allé jusqu'au burn-out, hein, qu'il avait quitté donc le cabinet pour commencer à justement parler sur LinkedIn d'échecs et commencer à développer une activité autour de sa passion que sont les échecs. Et donc quand je l'ai déjeuné avec lui pour lui dire que je voulais partir mais que je savais pas quoi faire, il m'a dit tu devrais publier sur LinkedIn. Sauf que moi à l'époque je disais mais attends, je suis en train de te dire que je veux quitter le monde corporate, je sais pas ce que je veux faire, de quoi je vais parler sur LinkedIn, pourquoi parler sur LinkedIn. À l'époque, dans ma tête, LinkedIn c'était uniquement un réseau pour déposer son CV, trouver un job et féliciter les copains qui avaient une promotion. Ça s'arrêtait là. C'est seulement quand il m'en a parlé que j'ai commencé à passer plus de temps sur LinkedIn et à me rendre compte qu'il y avait tout un écosystème de créateurs. Et en fait, les gens commençaient à parler de leur activité d'indépendants ou même de salariés sur LinkedIn et ça a créé de l'attraction. On commençait à suivre certaines personnalités comme certains peuvent suivre des comptes sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. Et donc c'est là que je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc j'ai commencé à me demander de quoi je pourrais bien parler. Et en fait, moi j'ai toujours eu un peu cet intérêt, cette passion, j'ai envie de dire, pour l'investissement et notamment les finances personnelles. Je savais des choses parce que je m'étais formé, mais en autodidacte complètement. J'avais pas suivi une formation particulière là-dedans. Moi, mes études, c'était dans le conseil, dans le management, un petit peu de finance, mais plus finance d'entreprise que finance de marché. Et donc, je me formais tout seul et je partageais sur LinkedIn les sujets qui m'intéressaient. Et donc, progressivement, ça a créé de l'attraction. Les gens commençaient à se dire « Ah, mais il a l'air de savoir de quoi il parle, en fait. Il commence à... » Moi, je publiais au tout début. Dès le départ, j'ai publié 3 fois par semaine. Ce qui est quand même un bon rythme. Ouais, tu t'es quand même chauffé dès le départ. Et genre, tu publiais un peu comme ça, tu disais aller sur la finance, mais sans avoir un profil, t'étais encore en estampillé, cabinet de conseil et tout. Tu t'es lancé sans avoir de stratégie à l'époque, quoi. 100%. J'étais encore salarié à l'époque. Ça a été tout un sujet d'ailleurs parce que progressivement, au bout de quelques semaines, quelques mois, les autres collaborateurs du cabinet commençaient à voir que je publiais sur LinkedIn, mais ils étaient un peu dans une même réflexion que moi à l'époque. Ils avaient la même image de LinkedIn. Si tu publies sur LinkedIn, c'est que tu cherches un taf. Sauf que moi, je cherchais pas vraiment de taf, ou en tout cas, je cherchais à créer mon propre taf. Donc, et au pire, mais je savais pas. Et au pire, j'ai le droit. Ton profil, il t'appartient, quoi. Exactement. Mais bon, tu sais, la part des managers, surtout dans ces environnements très hiérarchiques, très, il y a énormément de contrôle. Que quelqu'un poste sur LinkedIn, ils disent c'est bizarre, c'est inhabituel. Et donc j'ai mis un petit peu, j'ai parlé sur LinkedIn de mes intérêts et progressivement j'ai vu que les gens il y avait de plus en plus de traction. Et puis au bout d'un moment, peut-être au bout de 2-3 mois, j'avais carrément des gens qui me disaient « Ah, mais t'as l'air de bien savoir de quoi tu parles et t'as l'air de connaître un peu les différents types d'investissements qui existent. Est-ce que tu veux pas m'aider ?» Donc c'est là, je me suis dit « Bon, il y a un truc, il y a quelque chose à faire. »
Je pourrais aider les gens à investir, sauf qu'en France, c'est un métier très réglementé. Tu as des accréditations, tu as des certifications, tu dois être certifié par l'autorité des marchés financiers, tu dois avoir un statut de conseiller en investissement financier. Enfin, il y a toute une démarche à suivre pour exercer cette activité. Tu peux pas le faire à la sauvage, ou quand tu le fais à la sauvage, bah, c'est illégal et les gens pourraient se retourner contre toi et tu peux avoir des gros problèmes. Ouais, ok. Donc, je me suis dit, il faut que je structure cette histoire. Et donc ça a été de, je dirais, mars-avril à juin dans le cabinet. En juillet, j'ai quitté le cabinet. Donc pendant à peu près 4-5 mois, je publiais sur LinkedIn en étant salarié. Et en juillet, je me dis, bon, je quitte le cabinet, je vais ouvrir mon cabinet de gestion de patrimoine à la rentrée. J'ai passé donc les certifications, les accréditations, tout le tutti quanti. Et en septembre, j'ai ouvert mon cabinet de gestion de patrimoine. J'ai utilisé la traction que j'avais déjà un peu créée sur LinkedIn à l'époque pour trouver mes premiers clients, mais 3, 4, 5, 10 premiers clients. Donc ça m'a donné un peu une impulsion. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Après, Ouais. j'ai diversifié, on pourra en parler après si tu veux, avec d'autres canaux. Mais voilà comment ça s'est lancé. À la base, en synthèse, c'était un rejet du cabinet de conseil, ou en tout cas du monde corporate, pas le cabinet particulièrement dans lequel j'étais, je pense que ça aurait été pareil dans n'importe où, mais en tout cas un peu un rejet du monde corporate et du conseil en stratégie, et en même temps une traction vers l'investissement, les finances personnelles et la création de contenu a fortiori. Ok, super intéressant d'entendre que t'as pas tout quitté d'un coup, t'as quand même commencé, t'étais encore au chaud, t'étais dans ta boîte et tu dis que t'as publié pendant 5 mois pour sentir une traction avant de te lancer. Et ouais, ça c'est intéressant aussi. Comme quoi, il est possible, en tant que salarié, de commencer à poster, de trouver et ensuite d'y aller. Et ouais, ça je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui osent pas parce qu'ils sont dans une boîte, etc. Et au final, tu le dis, tu as eu des réactions, mais tu as bien fait de le faire, sinon tu n'aurais pas su, tu n'aurais pas senti s'il y avait une traction sur ton sujet. Et Mais tu vois, là-dessus, je trouve que c'est hyper important de le préciser, de le redire. Il y a plein de gens qui n'osent même pas. Là, on parle de poster, de créer soi-même du contenu. C'est le step au-dessus. Il y a des gens qui n'osent même pas commenter, liker. Moi, j'ai des amis, des très bons amis à moi, hein, qui sont dans des grosses boîtes, des grosses structures, qui sont probablement surveillés par le management. Ils ne like pas et ne commandent pas mes posts parce qu'ils me disent non mais j'ose pas, mon boss ou mon manager ou le patron et machin, ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont penser, ça fait mauvaise figure. Moi je suis désolé, à partir du moment où ton patron te surveille et t'empêche de ne serait-ce que liker ou commenter un post sur LinkedIn, où t'es pas en train de postuler à des offres d'emploi, tu vois, mais juste de montrer que tu es sur LinkedIn parce qu'il y a des créateurs de contenu qui créent quelque chose qui t'intéresse, si tu as peur de faire ça, je suis désolé, c'est du management toxique. ouais, t'es pas forcément, ça veut dire que t'es peut-être pas dans le bon environnement. Et ok, et donc là, tu as parlé un peu du début. Juste pour. On va revenir sur le début et comment tu as fait, mais aujourd'hui, tu l'as dit au début, si on fait l'état des lieux de tes activités, en fait, tu as une activité de formation et une activité de gestion patrimoniale, c'est ça? Ouais, Ok, exactement. ça c'était deux activités. Et en fait, sur ces deux activités, ce que tu dis, c'est que tu en as une des deux qui est réglementée. C'est gestionnaire de. Alors, oui, en fait, dès que tu fais du conseil en investissement, Ok, de manière générale, que ce soit personnalisé ou même quand tu parles à des audiences, c'est réglementé. Parce que on considère que tu parles d'argent, tu donnes des conseils aux gens et tu as besoin. En tout cas, pour la partie gestion de patrimoine à proprement parler, c'est très 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 réglementé. Tu as beaucoup d'administratifs et de réglementaires à faire. Pour la partie formation, un petit peu moins, mais parce que tu es pas censé donner du conseil personnalisé. ouais. D'accord, tu es censé dire aux gens, bah voilà comment investir, voilà comment vous pouvez faire, voilà les méthodes à appliquer. Maintenant, je ne vous dis pas, toi maintenant, là, tu dois investir dans ceci ou dans cela. Hmm. C'est ça un petit peu la subtilité, c'est délicat. C'est un peu un flou, c'est une nébuleuse relativement opaque sur laquelle autant les créateurs jouent que les institutions se cognent la tête. C'est insoluble, je pense, et ça amène à plein de difficultés et plein de sujets comme, Ouais, tu vois, récemment, je sais pas, Nabila qui avait fait de la pub pour une plateforme de trading et qui s'était fait reprendre. ok. Il y en a qui font de la pub et qui se font pas reprendre. Voilà, c'est tout un sujet, c'est un petit peu délicat, mais globalement, mon statut de conseiller en investissement financier certifié par l'autorité des Ouais, marchés financiers, c'est, on va dire, un peu l'assurance, la ouais. garantie pour le particulier en face qui m'écoute, de savoir qu'il est en train de discuter avec un professionnel du secteur et pas avec un rigolo. Ok, ok. Donc intéressant. Donc tu as fait du marketing d'abord, dans le sens où tu as posté sur le sujet en mode t'étais salarié, ça te faisait kiffer,
Et les gens ont commencé à comprendre que tu étais bon et tu as eu des premières touches de bah, tu veux pas me conseiller. Ensuite, tu t'es quand même tout de suite formé, réglementé. Tu as eu le tampon réglementation, j'ai le droit d'accompagner des gens. Et quand tu as démarré en septembre, tu as démarré avec une petite dizaine de clients, c'est ça directement. Ok, hyper intéressant. Et là, donc au début, c'était juste l'activité de gestion patrimoniale. C'est ça, il n'y avait pas encore les formations. Ouais, je voulais savoir un peu si on prend tes activités et tes canaux de com, parce que tu as tout en réalité, mais aujourd'hui, tu as plein de choses, le podcast, les newsletters et tout, mais il y a eu un ordre dans tout ça, t'as tout. Et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'au début, quand on est indépendant, entrepreneur, on se dit ouais, mais en fait, quand on te voit, toi, quand on voit des gens qui créent beaucoup de contenu, on se dit mais en fait, moi, par où je vais commencer, quoi. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment tu avais commencé, et en mettant en parallèle tes activités et tes leviers de communication. Et aussi, qu'est-ce que c'était tes peurs à l'époque, tu vois. Si on revient, tu te lances, tu t'es quand même chauffé pendant l'été à te former pour être tamponné, j'ai le droit de faire ce métier. Tu te lances en septembre, c'était quoi tes peurs à l'époque? T'arrives, comme c'est pas très loin, je me dis que tu t'en souviens peut-être. Bah oui, bien sûr. Après, est-ce que tu veux que je parle des différents canaux et comment ils s'organisent, ou des peurs d'abord? Ouais, d'abord les peurs. Ok. Au début, tu te lances, t'as juste posté un peu sur LinkedIn et t'as le droit d'exercer le métier, quoi. Je pense que le cœur de la réponse, c'est le cœur de tout ton épisode, c'est le syndrome de l'imposteur. Ok. Ce qui bloque énormément de personnes aujourd'hui à se lancer, c'est la légitimité dont ils pensent manquer pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir vendre quelque chose et pour pouvoir finalement vivre de leur passion, ou en tout cas de l'activité qu'ils voudraient développer. Le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on commence ou qu'on a envie de créer quelque chose, créer du contenu ou créer une offre, vendre quelque chose, on se dit quelle légitimité j'ai à faire ça ou à parler de ça. Ce syndrome de l'imposteur, il apparaît day one. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 18 mois que je crée du contenu, ça fait un peu plus d'un an que je suis indépendant. Ça fait pas très longtemps par rapport à d'autres créateurs, par rapport à d'autres entrepreneurs, mais de mon expérience personnelle et de ce que disent tous les autres, certains qui sont depuis 3, 5, 10 ans dans le business, le syndrome de l'imposteur ne disparaît jamais. Et à partir du moment où on a assimilé ça, où on est en paix avec ce syndrome, et où on se dit de toute façon, je ne me sentirai jamais à 100% pleinement légitime ou 100% expert de mon sujet, au point de me dire franchement je peux y aller tranquille, là personne ne pourra me contredire, personne ne pourra me faire douter, je serai sans faille. Ça n'existe pas. Et à partir du moment où tu es en paix avec ça, où tu te dis je vais créer du contenu, ou je vais former, ou je vais créer une offre, ou je vais vouloir vendre, je vais parler à des gens, et que tu dis je serai pas 100% expert de ce sujet, c'est ok. Pourquoi c'est ok? Parce que on surestime ce que les gens connaissent d'un sujet, et on sous-estime ce que nous, on connaît de ce sujet quand on est particulièrement intéressé par ce dernier. Je m'explique. Si jamais tu te renseignes pas mal parce que tu es intéressé par, j'en sais rien, le sport, la nutrition, l'art, la couture, peu importe, dès que tu t'es un peu intéressé par ces sujets-là, naturellement, tu vas lire, écouter des podcasts, regarder des émissions sur ces sujets. Automatiquement, tu vas être plus compétent que 90-95% de la population qui connaît ce sujet, ou en tout cas qui n'a pas entendu, qui connaît pas très bien ce sujet, qui ne le maîtrise pas. Et on se rend pas compte, parce que nous, ça nous paraît normal. Moi, je suis super intéressé par les finances, je lis plein de trucs sur les finances, je me dis, mais tout le monde lit plein de trucs sur les finances. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et c'est vrai pour tous les sujets. Donc, il ne faut pas penser que beaucoup de personnes ont le même niveau de compétence ou sont beaucoup plus compétents que toi sur ces sujets. Et j'ai envie de dire, et alors? Parce que l'important, c'est pas d'être le plus compétent, c'est d'être celui qui est capable de transmettre l'information de la façon la plus claire et la plus simple possible. Peut-être que, et j'ai aucun doute, je suis probablement, très certainement, pas le meilleur conseiller en investissement au monde. Je suis peut-être pas, sûrement pas le plus compétent ou le plus intelligent, mais en tout cas, j'arrive à transmettre, à communiquer des valeurs, des idées, des méthodes qui parlent aux gens et que les gens comprennent. Et là où ça a pas mal marché pour moi, c'est que, en plus, dans mon secteur, dans le conseil en investissement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez vieux la moyenne d'âge. Il y a beaucoup de conseillers, de banquiers, de gestionnaires de patrimoine qui ont peut-être 40, 50, 60 ans, voire même plus.
Et donc, c'est pas forcément des gens qui ont été habitués à parler à des grandes audiences ou à vulgariser leurs concepts. Moi, je sais que c'est mon truc de vulgariser, de rendre accessible, et c'est là où j'ai pu faire la différence. Donc, ce syndrome de l'imposteur, je l'ai balayé en me disant non, mais en fait, là, les gens à qui je parle, c'est clair, l'information, elle est limpide, ils comprennent ce que je veux leur faire entendre, leur transmettre, et ils me le rendent bien en me disant bah franchement merci, j'ai appris plein de trucs. Et ça honnêtement ça nous revient très très vite, hein. Je sais pas pour toi mais honnêtement quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, très rapidement j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour me dire ah bah merci, j'ai appris des choses, c'était intéressant, et on n'imagine pas à quel point les gens ont envie d'apprendre et ont soif de connaissances. C'est juste qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon canal. Ouais. C'est à nous d'être le bon canal. Ah, c'est très précieux ce que tu dis, et ouais, 100% d'accord en fait. C'est vrai que même moi j'ai tendance à l'oublier, mais en fait, ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour 95% des gens. Et donc d'une certaine manière, même si tu as l'impression de te répéter, de dire des choses qui sont des banalités pour toi, qui sont évidentes, et même si tu les répètes d'un mois sur l'autre, en fait tu vas même toucher des personnes différentes, donc en fait ça aura toujours de la valeur. Et oui, moi parfois je me surprends moi-même à partager des contenus où je me dis mais en fait ça casse pas trois pattes à un canard. Et en fait, t'as quand même des gens qui disent waouh, j'ai appris ce truc-là, c'est trop cool. Même certains contenus que je recycle, etc. Et en fait, à chaque fois, ceux qui ont été bons une fois, souvent, ils sont bons 3 mois après parce que tu touches même plus les mêmes personnes finalement. Donc ça réapporte de la valeur. Et parce que tu montes en compétence toi-même sur ce En sujet. plus aussi. T'as pas besoin d'être l'ultra expert, d'avoir 20 ans d'expérience sur une thématique pour commencer à créer du contenu dessus, pour partager et pour derrière vendre une offre, un service, un produit et commencer à créer un revenu complémentaire, voire même devenir une nouvelle source de revenus à part entière. Et ça, c'est la différence entre la posture de l'expert et la posture de, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est la posture de l'explorateur. C'est les deux postures. Moi, j'en avais entendu parler quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Je me disais, mais quel est le ton, la voix avec laquelle je devrais parler? Bien sûr, on me dit, il faut être authentique, tout ça, c'est très bien. Mais concrètement, est-ce que je veux paraître pour quelqu'un qui est ultra expert de son sujet? Ou est-ce que je veux paraître pour un explorateur qui apprend progressivement, découvre, continue à se former et développe des compétences progressivement et partage ses découvertes au fur et à mesure de son aventure. C'est un peu les deux approches qu'on peut avoir. Au début, moi, j'étais plus à me dire, bah non, quand même, conseil en investissement, les gens pour qu'ils me confient leur argent, ou en tout un minima, qu'ils me fassent confiance sur la gestion de leur argent, il faut absolument être un expert, quoi. Donc c'est vrai que pendant longtemps, j'avais énormément cette posture d'expert, à me dire, non, non, il faut que je blinde, il faut que je me fasse beaucoup de recherches et je fais mes posts en étant le plus pointu et le plus expert possible. Progressivement, je me suis rendu compte que les gens ont aussi envie de découvrir ce que moi je découvre, et ça fait aussi plus authentique de dire bah voilà j'ai découvert ça récemment et je vous le partage, et ça marche tout aussi bien, et c'est deux postures qui fonctionnent très très bien. Ouais, et on va y aller ensuite sur tes différents médias, mais j'ai l'impression que tu as des médias qui servent aujourd'hui des objectifs différents. Ton LinkedIn, peut-être tu vas être plus explorateur, et ta newsletter, là, moi j'ai lu 2-3 de tes newsletters, là on voit que tu es expert, quoi, globalement. Ouais. Mais cette peur, elle disparaît pas, syndrome de l'imposteur. T'en avais d'autres, enfin t'en as d'autres aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des peurs qui naissent en avançant aussi? Parce qu'en fait, personne n'en parle, on partage tous, enfin, on va pas se mentir, on se montre tous sous notre meilleur jour sur les réseaux sociaux, etc. C'est quand même plus fréquent de partager ses succès que tous ces échecs ou ces angoisses. De toute manière, les gens ne sont pas là pour ça non plus. Et voilà, ça m'intéresse de savoir, toi, dans un parcours qui est quand même super réussi, tu vois, depuis 1 an et demi, enfin, je pense que beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs voudraient construire une autorité aussi rapidement que toi, avoir des clients, avoir plein d'offres, être crédible sur un marché. C'est quoi les peurs qu'il y a derrière, tu vois? Je pense que la première offre, lapsus révélateur, la première peur que je pense tout indépendant a, en tout cas si t'as pas cette peur-là, bah, tant mieux pour toi, ou c'est peut-être on n'a pas les mêmes cartes au jeu de la vie, c'est la peur du manque financier. Très clairement, moi quand j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, alors j'ai pas envie d'appeler ça de la chance, mais je me suis débrouillé pour partir avec une rupture conventionnelle qui m'a permis de toucher des allocations chômage. Mhm. Et ces allocations chômage, elles m'ont permis de commencer sereinement, financièrement, mon activité en me disant, bon, bah, si les premiers mois, je touche pas de l'argent, je trouve pas vraiment de clients, j'arrive pas à vendre, bah, je suis pas non plus dans trop la mouise.
C'est cool, c'est important que tu en parles parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en partie grâce au chômage, et c'est un avantage compétitif qu'a la 100%. France. Donc c'est trop cool d'en parler. Ouais. 100%. Bah, tu vois, il y a deux postures. Hein. Mon ami Julien Song, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, typiquement, il a posé sa démission et il a quitté sans rien. Quoi. Sans rien. Donc moi, j'aurais pas osé le faire. Hein. Lui, vraiment, je l'ai interviewé sur mon podcast et lui-même lui disait, bah, j'avais pas de plan en fait. Alors tant mieux, les choses se sont goupillées de façon à ce que ça marche et c'est super pour lui. Mais je pense que pour la majorité des indépendants, ou plutôt des salariés qui voudraient quitter leur job, ou même des sans-emploi qui voudraient lancer une activité, si tu peux avoir le chômage ou des allocations, ou peu importe, pour t'aider financièrement au début, c'est un énorme plus. Ouais, t'avais pas le couteau sous la gorge, tu pouvais créer du contenu, tu pouvais donner avant de recevoir, quoi. C'est ça. Néanmoins, et c'est là l'énorme bémol que je mets, je pense que beaucoup de salariés qui se lancent en tant qu'indépendants grâce aux allocations, que peu importe les allocations, ou qui ont une source financière, on va dire, alternative en dehors de leur activité principale, beaucoup se reposent dessus et se disent j'ai 12, 18, 24 mois de chômage. C'est pas très grave si au début ça marche pas très bien et je me laisse un petit peu de temps. Et je pense que beaucoup d'indépendants se disent j'ai le temps et ils attendent, et ils attendent, et ils attendent, et ils se retrouvent à 6 mois de la fin de leur allocation chômage, à 3 mois, et en fait ils ont toujours rien vendu, et ils ont toujours pas créé d'offres, parce qu'ils se disent non mais je testais, je voulais voir, j'expérimentais. Ça c'est la posture de beaucoup de personnes, et je pense que c'est un piège. À titre personnel, je dis pas que c'est la bonne façon, je pense qu'on a chacun des psychés, des rapports au stress différents, mais je me suis toujours dit, day one, que je n'avais pas de chômage, que j'avais pas d'allocation. Day one, je me suis dit, ok Charlie, là, il faut que tu réfléchisses à ton activité, il faut que tu développes ton activité, des canaux d'acquisition, créer une offre, vendre, comme si, à la fin du mois, t'as pas d'allocation chômage. Et t'as quand même besoin de payer ton loyer, t'as quand même besoin de manger, t'as quand même besoin de vivre un minimum. Mais c'est super important. Et ça m'a mis dans une posture où, day one, je me suis dit, ok, comment je vais faire du cash ? Et le fait d'être dans cette posture day one, c'est ça, honnêtement, il n'y a pas de secret. Enfin, si tu cherches le secret, je pense que c'est ça. C'est que moi, day one, je me suis dit, là, Charlie, il faut faire du cash. À la fin du mois, il faut manger, il faut payer ton loyer, il faut vivre. Et ça m'a énormément poussé à me donner, à plus travailler. Et certes, il y a des moments de stress, très certainement, que je me suis infligé. Je m'auto-flagellais un petit peu à des moments en disant « Punaise, mais là, si jamais je vends pas, comment je vais faire ?» Alors qu'en réalité, j'avais un chômage, et en plus très confortable, soit dit en passant. J'avais pas de souci à ce niveau-là. Mais le fait de penser, et de se dire, et de réfléchir, et d'agir comme si je l'avais pas, ça a été un énorme booster. Trop cool de partager ça aussi, le mindset, la posture. Moi, je me suis mis dans la même posture. J'ai eu la chance aussi d'avoir du chômage pour lancer mon activité. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Je me suis mis dans ce truc-là, day one. Et j'ai eu la chance aussi de commencer avec 3 clients. Dès que j'ai commencé à m'y mettre, j'ai parlé autour de moi. Je n'ai même pas trop fait de post LinkedIn, moi, justement. Je venais d'un poste qui était plutôt aligné. J'avais pas besoin de me reformer sur un truc avec ce que je faisais avant. J'étais directeur marketing. J'accompagne les gens pour développer leur personal branding et c'est quand même lié au marketing. Je le faisais un peu dans ma boîte précédente en interne, avec ma CEO, avec les gens de la boîte. Et donc j'ai parlé autour de moi et puis j'ai eu par mon réseau proche, j'ai eu la chance de commencer. J'ai commencé en septembre aussi l'année dernière avec 3 clients. Et du coup, je me suis dit, day one, vas-y, c'est trop bien. Faut que je bosse, que je sois au contact des clients. Et de toute manière, c'est ça qui fera que mon offre et du coup ma com va être vraiment, va vraiment adresser un vrai problème et toucher des vraies personnes, tu vois. Mais le truc, moi, par rapport à toi, et c'est là où je trouve ça ouf, c'est que pendant 2-3 mois, du coup, j'étais focus sur mes clients et je communiquais pas, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, j'apprends des gens à communiquer. Et en fait, là, je suis focus sur eux parce que j'étais très sur le produit, sur essayer de créer une formation. Enfin, je faisais du sur-mesure pour mes clients, mais ça me crée une sorte de formation, quoi, une sorte de parcours. Et j'avais pas le temps, enfin, j'arrivais pas à me focus à communiquer. Donc, j'ai eu ce truc-là aussi de me dire, c'est cool, je fais du cash avec des clients, mais par contre, je prépare pas l'après, tu vois. Et toi, ce que je trouve impressionnant, c'est que on va en parler, mais là, tu parles de LinkedIn, de ton podcast, de ta newsletter, de YouTube. Et je voudrais un peu revenir sur par quoi tu as commencé. Je sais que tu as aussi fait rapidement des bootcamps. Moi, tu vois, j'ai un frein psychologique, je me dis. Aujourd'hui, je fais des accompagnements en one-to-one particuliers. Un truc de 3 mois, on est ensemble, on se voit toutes les semaines. Et j'adorerais faire du format collectif et tout, mais je me dis, mon frein psychologique, c'est je me dis, mais aujourd'hui, j'ai pas l'audience pour remplir un bootcamp. Si je fais de la com sur un bootcamp, je sais ce que je vais y mettre dedans.
mais en fait, je vais pas le remplir, tu vois. C'est un truc qui est accessible à partir d'un certain niveau d'audience, tu vois. Et je trouve ça trop marrant que toi, t'en aies fait assez tôt. Bref, je voudrais repartir sur là, t'es en septembre. Du coup, j'imagine que tu continues tes posts LinkedIn, mais qu'est-ce que t'actives en premier, si on prend les leviers un par un? Donc, au départ c'était LinkedIn, parce que c'était un réseau un peu professionnel, et je me suis dit, j'ai pas envie de faire, tu vois, j'avais cette image très superficielle de Instagram, de TikTok, hyper jeune. Je me suis dit que c'est pas ma cible. J'avais essayé de faire des vidéos YouTube un an avant. Ça c'est encore autre chose, c'était bien avant que je quitte le cabinet ou quoi que ce soit, c'était même un an avant. Mais je m'étais lancé à faire des vidéos YouTube, et en fait je faisais tout de A à Z sans compétences, autant sur la compétence financière, parce que du coup c'était des vidéos sur les finances personnelles, l'investissement. Ok. Mais même moi je commençais à me former à l'époque, donc j'étais pas hyper à l'aise. Et puis ensuite je faisais, tu vois, script, montage, le tournage de tout petit quanti, je faisais ça le week-end. Enfin bref, c'était en fait un rythme intenable avec le cabinet, donc j'avais arrêté. Et ça m'avait presque un petit peu dégoûté de la vidéo en me disant, waouh, c'est tellement de travail YouTube, c'est tellement de travail. Donc je me suis dit, je mets ça de côté. J'avais commencé par LinkedIn parce que je me suis dit, attends, un post, honnêtement, bon, quand tu démarres, tu peux passer peut-être, 1 heure dessus, hein, c'est pas grave, c'est un peu long, mais c'est pas très grave. Mais au moins, voilà, t'as écrit ton post et puis ciao, quoi. Donc, la quantité de travail nécessaire pour produire du contenu, elle était bien inférieure, et surtout, je pouvais en faire beaucoup plus. Ouais. Et au départ, il faut faire du volume. Là, aujourd'hui, bon, 18 mois plus tard, je crois que j'ai posté, j'en sais rien, moi, 400 posts, 500 posts. Ouais. Enfin, j'ai fait du volume, quoi. Et c'est comme ça que tu deviens bon, hein. Au début, il faut faire de la quantité, puis ensuite, tu fais de la qualité. Donc, j'ai commencé par LinkedIn, voilà, en me disant, c'est un réseau professionnel, la quantité de travail nécessaire, elle est moindre que pour du contenu vidéo, et les autres plateformes me semblaient un petit peu trop superficielles. Donc j'ai commencé, voilà, de mars jusqu'à septembre, et en septembre j'ouvre le cabinet de gestion de patrimoine, je trouve mes premiers clients, et là je me dis, bon, c'est pas mal, mais comme tu disais, tu as besoin de développer l'audience, et en fait je me suis dit qu'il fallait... Donc là, oui, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? J'avais suivi le bootcamp de Thibault Louis. Ok. C'était Direct en septembre, ouais, en tu t'es formé. Ouais, exactement. Je le connaissais déjà depuis quelques mois parce que je le lisais sur LinkedIn, et je me suis dit, j'ai besoin de... Là, LinkedIn, c'est ma plateforme principale, j'ai besoin de me former de façon un petit peu plus rigoureuse. Donc j'ai suivi le bootcamp qui enseignait finalement à créer une stratégie de création de contenu et de un peu développer une offre, et puis il y avait un peu de mindset dedans, tout ça, très bien. Et donc, dans ce bootcamp, j'apprends notamment que ce qui serait bien, c'est d'avoir du contenu relativement court à produire et à consommer, mais aussi un contenu plus long, plus profond, dans lequel les gens vont plus apprendre à te connaître, et tu vas créer une connexion plus forte. Là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Et moi, j'écoutais déjà des podcasts à l'époque. Et j'aimais bien le format podcast. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer un podcast? Et donc, c'est là, en septembre, après le bootcamp, où j'ai lancé mon podcast. Initialement, dans ma chambre, avec même pas de micro, tu vois, avec webcam d'ordinateur, etc. Enfin, le niveau moyen, zéro. Je faisais le montage moi-même, tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lancer le podcast, en me disant, j'ai LinkedIn, c'est les formats courts et rapides à créer et à consommer. Le podcast, c'est plus long, et ça permet de créer un lien plus fort avec l'audience. Ouais. Donc j'ai fait ça de septembre jusqu'à décembre. Et en décembre, et d'ailleurs je me dis aujourd'hui que j'aurais dû commencer un petit peu plus tôt, mais ça n'aurait pas changé la face du monde, je lance la newsletter. Pourquoi? La newsletter, elle a un double intérêt. Premièrement, ça permet de créer du contenu long à consommer. Moi, c'est une newsletter assez costaud. Ouais, je confirme. J'ai pas le nombre de mots, mais elle prend en moyenne entre 8 et 10 minutes à lire. Donc elle s'appelle Le Grand Bain, comme ton podcast, pour auditrices auditeurs qui veulent découvrir, enfin qui te découvrent. Exactement. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, et c'est du costaud. Voilà, c'est ceux qui veulent se former, mieux comprendre les finances personnelles, l'argent et l'investissement. Et donc, je lance la newsletter en me disant que ça me permet de mettre noir sur blanc mes connaissances, avoir du contenu aussi peut-être un peu SEO, tu vois, c'est des problématiques auxquelles que j'anticipais un petit peu déjà, et de créer pareil un contenu un peu evergreen et sur lequel je peux démontrer mon expertise, parce que le podcast c'est super bien, mais tu as des invités, et mécaniquement c'est plus tes invités que toi qui parlent dans un podcast. C'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui. J'adore blablater dans mes épisodes. Moi je peux moins blablater vu que je dois laisser parole à mes invités. Mais bref,
Donc, le podcast, ça me paraissait plutôt bien adapté. La newsletter, pareil. Et surtout, c'est important d'avoir une base email. La base email, là, et là, on commence à rentrer dans les sujets marketing. C'est très bien. L'email, la base email, c'est le cœur de toute activité en ligne, notamment tout business en ligne, parce que ça te permet quand tu lances une campagne, tu peux intégrer les personnes, tu peux faire des relances, tu peux faire des promotions, tu peux les ajouter à d'autres campagnes. Enfin bref. Ouais, t'as un accès direct avec les personnes. C'est alors ça. que sur un LinkedIn où tu as des abonnés, c'est un algorithme qui décide. Si demain LinkedIn ferme ou que tu es banni de LinkedIn, bah, tu n'as plus accès à ces personnes. Alors que Exactement. les gens dont tu as les emails, bah, tu peux leur parler. Quoi. Exactement, c'est toute la différence. Où, en fait, pourquoi ça a commencé à me faire peur, c'est parce qu'entre septembre et décembre, je me suis dit, bon, il faut que j'accélère un peu sur LinkedIn. Alors, au niveau du nombre d'abonnés, je voulais gagner des abonnés. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'envoyais moi-même des invitations aux gens qui commentaient mes posts. Ouais. En me disant, bon, bah voilà, c'est qu'ils sont un peu intéressés. Tu vois, je spammais pas les gens, mais s'ils commentaient mes posts ou qu'ils likaient mes posts, je supposais qu'ils étaient intéressés. Et donc, je leur proposais de rejoindre mon réseau et donc de s'abonner. Sauf que LinkedIn, là-dessus, ils sont extrêmement, même trop, contrôle fric. Vigilants. Ouais. Et en fait, je me suis fait bannir mon compte une fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois, c'était 24 heures ou 48 heures. Sauf que à chaque fois, la justification, c'est LinkedIn a détecté que vous utilisez des outils d'automatisation d'envoi, etc., des trucs de spam, en fait. Sauf que c'était même pas le cas. Et donc, moi, je contactais le support. Eux-mêmes, parce que quand tu leur demandes, c'est à eux de prouver que tu utilises des outils d'automatisation. Sauf qu'ils voient bien, enfin, tu vois, j'envoyais, je sais pas, 15 invitations dans la journée, pas 500. Okay, donc eux-mêmes voyaient que c'était leur outil qui déconnait, et donc ils me débloquaient le compte. Mais ça m'est arrivé 2, 3, 4, 5 fois. Attends, Charlie, t'es en train de dire que t'as réussi à avoir une réponse du support LinkedIn. C'est déjà un exploit, mec. Ben, je l'ai harcelé. Attends, moi, à l'époque, en septembre, le podcast démarrait, donc j'avais 0 audience, j'avais pas de newsletter, c'était mon seul canal d'acquisition. Je me suis dit, mais attends, demain, mon compte LinkedIn est bloqué ad vitam aeternam parce que LinkedIn, on a décidé ainsi, bah, je repars de zéro. Mon business repart de zéro. Mais ouais, parce que tu étais locataire de ton audience. Et exactement. C'est trop marrant ce que tu dis, parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose l'année dernière. Ouais. J'utilise zéro outil d'automation ou quoi que ce soit. À un moment donné, novembre de l'année dernière, j'envoyais un peu des invites, tu vois, de manière régulière, mais pareil qu'avec des gens avec des intérêts. Boum, banni 3 fois de suite. J'ai tellement flippé, j'ai plus envoyé une demande de connexion depuis 1 an. Pareil. Rien, c'est que les gens qui s'abonnent à moi, j'en envoie pas, je flippe trop. Et j'utilisais pas d'outils d'automation. Et c'est ça qui a déclenché le fait de lancer ma newsletter aussi. Ouais, je me suis dit, en fait, l'objectif de LinkedIn, c'est de la visibilité, mais c'est surtout de sortir de LinkedIn. Exactement. Bah ça, on le dit souvent, hein, le goal du LinkedIn game, le but de LinkedIn, c'est de sortir de LinkedIn. Exactement. Mais bon, ça, on pourra en reparler. Mais voilà, t'as dit le cœur du sujet, c'était sur les plateformes algorithmiques comme LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube même. Tu es dépendant de l'algorithme, tu n'es que locataire de ton audience. Si demain, parce que les conditions générales d'utilisation de la plateforme changent, parce que peu importe ce qui se passe, la plateforme a un down, elle se fait pirater, peu importe ce qui se passe, ton compte, ton activité, elle pourrait être réduite à néant. Et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre de prendre quand on est indépendant, quand notre activité, tous nos revenus dépendent de l'acquisition qui viennent de ces canaux. Et donc, il faut devenir propriétaire de son audience. Pour devenir propriétaire, il faut détenir la base email. Enfin, il faut construire une base email. Il faut obtenir l'email de la personne. Et donc là, aujourd'hui, tu vois, la newsletter du Grand Bain, c'est un peu plus de 9000 personnes, bientôt 10 000 personnes, que j'ai monté en, du coup, un peu moins d'1 an, vu que j'ai commencé fin décembre. Et c'est hyper utile, et on pourra en reparler, mais ça me permet de faire des opérations marketing, de balancer ma newsletter, de communiquer, d'envoyer des sondages, de poser des questions, d'interagir directement avec la communauté. C'est un outil extrêmement puissant. Si on récapitule juste, on prend chacun de tes canaux, LinkedIn, newsletter, podcast, et est-ce que tu peux nous redire les objectifs que tu as sur chacun de ces 3 ? Sur LinkedIn, l'objectif initial, c'était de démontrer mon expertise, ma visibilité, ma crédibilité, mais aussi un peu mes valeurs. C'est-à-dire que je faisais des posts techniques. C'était un peu, à l'époque, je faisais le tofu, mofu, bofu, fameuse technique où tu parles de tofu, c'est des sujets très généralistes, mofu, des sujets un petit peu plus pointus, et bofu, c'est des sujets très techniques où tu montres ton expertise. Donc je faisais un peu ces 3 catégories-là. Les tofu me permettaient de partager mes valeurs, ma vision de l'argent, du monde, de l'investissement, des finances personnelles. Et donc il y avait des personnes qui me suivaient, qui s'abonnaient à moi pour ces valeurs.
mots fous et beaux fous, c'était pour démontrer mon expertise, ma crédibilité, et que les gens, in fine, me contactent en se disant il a l'air de savoir de quoi il parle, allez, je le contacte pour du conseil en investissement, peu importe. Ça, c'était pour LinkedIn, et c'était pour un peu aussi le côté visibilité, l'algorithme, tu peux faire des posts viraux, tout ce que tu veux. Le podcast, c'était pour approfondir la relation avec l'audience. C'était aussi beaucoup parce que moi j'adore le format podcast et que j'avais envie de parler aux personnes que j'ai invitées sur mon podcast. C'était un format plus long que les gens peuvent consommer, tu vois, en une fois, deux fois, trois fois même peut-être. Et ça crée une relation de confiance et de proximité. Et donc là, pareil, je pouvais aussi asseoir un peu mon expertise, ma visibilité, mais aussi pas mal profiter, il faut le dire, quand tu commences le podcast, profiter de la visibilité de tes invités. Donc c'est toujours intéressant d'inviter des personnes qui sont plus connues que toi quand tu peux au début, pour profiter de leurs audiences et améliorer ta visibilité. Et enfin, l'objectif de la newsletter, c'était de me séparer des réseaux algorithmiques, de devenir propriétaire de mon audience et de pouvoir les contacter directement pour pérenniser mon activité. Ouais, et vendre. En fait, les ventes, elles se font aussi par ta newsletter. J'imagine, c'est là où tu as vraiment ton expertise et tu proposes t'as les liens vers tes accompagnements, quoi. Ouais, tout à fait. Même si je pense que jusqu'à aujourd'hui, la majorité de mes ventes viennent de LinkedIn. Ok. Parce que c'était mon canal historique sur lequel j'ai peut-être le plus de visibilité, le plus d'ancienneté. Moi, j'ai des gens aujourd'hui qui achètent mes formations ou qui me contactent et qui me disent ça fait 1 an que je te lis. Ouais. Tu vois, donc c'est pas demain la veille. Donc il y a besoin d'avoir une certaine ancienneté pour que les gens se disent waouh, allez, je passe pas à l'action maintenant, et peut-être demain, et peut-être après-demain, et puis en fait, ils mettent 3 mois, 6 mois, 1 an à te contacter. Et donc là, on en vient au sujet dont tu parlais tout à l'heure, les bootcamps. En fait, mon activité de gestion de patrimoine en septembre, quand j'ai ouvert le cabinet, je me suis rendu compte que c'est une activité très lente à démarrer. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que les clients que tu as, donc déjà quand tu démarres, tu n'as pas 500 000 clients, j'aurais bien voulu, mais c'est un peu limité. Et ensuite, les clients que tu as, ils ont rarement tu vois, des dizaines de millions à investir. Par construction, l'activité de gestion de patrimoine, tu touches un petit pourcentage de ce que les gens investissent. Ouais. Et du coup, si tu as un peu de clients et qu'en plus ils investissent pas beaucoup, en fait, tu gagnes pas grand-chose, quoi. Alors, il y a un effet boule de neige, il y a un encours qui fait que voilà, sur le temps, ça devient de plus en plus intéressant. Mais au début, les 6, 12, 24 premiers mois, bon, tu roules pas sur l'or, quoi. À moins d'être excellent, à moins d'avoir, tu vois, tu sors d'un cabinet où tu avais déjà un réseau, où tu avais déjà plein de choses. Mais moi, c'était pas mon cas. Moi, je sortais de nulle part. J'étais inconnu au bataillon, comme tu disais tout à l'heure. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de mettre 2 ans, 2 ans et demi à pouvoir respirer et vivre tranquillement. Donc, j'ai voulu créer un second canal de revenus qui était donc la formation. Et la formation, contrairement à toi, je me suis pas dit au début je vais faire du one-one. J'aurais pu faire du one-one, mais je me suis dit que j'allais faire des bootcamps. Un bootcamp, c'est quoi ? Moi, c'était sous format en ligne, donc c'était des visios avec 10 personnes donc, qui avaient acheté mon bootcamp. Et c'était 3 sessions sur une semaine de 2 heures chacune, pendant lesquelles on parcourait de A à Z tout ce qu'il y a à savoir pour se lancer intelligemment et en autonomie sur les marchés financiers, donc en bourse. Ouais. Et donc j'ai lancé ça au tout début, le tout premier bootcamp que j'avais fait, donc c'était en décembre justement. Enfin, je crois, en décembre pour janvier, j'avais lancé les inscriptions. C'était 200 € par personne et j'avais eu peut-être 10 inscriptions. Donc je me suis dit, waouh, j'ai fait 1200, donc déjà 1200 € là en 1 mois. C'était plus que tout ce que j'avais fait de septembre, octobre, novembre, tu vois, avec la gestion de patrimoine. Ouais. Donc je me suis dit, bon, c'est cool, quoi. Et donc j'en avais parlé sur LinkedIn, c'est comme ça que les gens qui me lisaient depuis 3, 5, 6 mois se sont inscrits. Et après j'ai fait j'ai fait un bootcamp par mois en fait jusqu'à l'été, jusqu'à juin. Ok, oui, t'as chauffé quand même. C'est ça, à chaque fois j'améliorais le contenu, j'élargissais un peu le spectre. Et tu montais les prix, j'imagine. Et j'augmentais les prix, bien évidemment, à chacun des bootcamps, j'augmentais les prix. Et à la fin, à l'été, je me suis dit, bon, j'ai arrêté les bootcamps parce que je voulais mettre trop de trucs dedans et que ça rentrait pas dans les 6 heures de formation. Du coup, je suis passé sous un format de programme d'accompagnement où en fait, il y a 20 heures de contenu maintenant enregistré sous format vidéo avec lesquels il y a des lives, des coachings en live, il y a des masterclass en live, il y a une communauté Discord, il y a un coaching en one-one aussi avec moi. Donc voilà, j'ai amélioré l'offre pour la rendre plus scalable et bien évidemment aussi augmenter les prix. Aujourd'hui, tu vois, du coup, on est quasiment 1 an après le premier bootcamp.
Bon, le contenu a énormément changé, mais aujourd'hui, c'est une offre qui est à 1000 euros. 1000 euros pour rentrer dans pour avoir accès à une formation en automatique et une communauté et à toi sur une session de coaching. Ok, super. Exactement. Super, trop cool. Et il y a une centaine de membres aujourd'hui. Trop bien, franchement, bravo. Et ok, là, on a parcouru quand même à peu près les étapes. En fait, tu as fait, au niveau de ton offre, tu as démarré sur le conseil en investissement. Enfin, tu accompagnes des gens à investir et là, tu prends un petit cut, une petite fraction de ce qu'ils gagnent et donc ce que tu gagnes. Et ça, c'est très, très lent à se mettre en place. Il faut avoir plein de clients qui investissent pas mal et il faut le temps d'avoir des retours sur investissement. Ouais. Donc, en parallèle, tu as lancé la partie formation avec un bootcamp et maintenant, c'est devenu une formation plus classique. Asynchrone. Voilà, asynchrone, ça te permet de scaler, d'accompagner plein de gens en même temps. Et tu as un effet de communauté derrière, donc ça, c'est super intéressant. Et dans l'ordre, tu étais sur LinkedIn, tu as démarré sur LinkedIn, puis tu as lancé ton podcast, puis tu as lancé ta newsletter. Et de manière assez logique, ton podcast, au début, tu étais chez toi à distance et tu t'es mis à le faire en studio. Et donc ça t'a permis de lancer ta chaîne YouTube, en fait, grâce au podcast. Et je crois que la suite, en termes de médias, c'est que tu veux bosser sur ta chaîne YouTube en faisant des vidéos. C'est ça, comme tu avais essayé de faire des vidéos de toi, Facecam, qui délivre du contenu éducatif, c'est ça? Je pense que la boucle est bouclée, ouais. C'est le retour à ce que je voulais faire initialement avant que je quitte mon emploi, 1 an avant que je quitte mon emploi, où j'avais fait des vidéos YouTube et ça avait été un échec, pas un petit peu d'un point de vue porter des posts, des vidéos, mais ça, j'en avais conscience avant de me lancer, c'était pas le sujet. Mais c'était, voilà, j'avais pas les moyens, les compétences, l'expertise pour faire ça de façon, j'ai pas envie de dire industrielle, mais à minima professionnelle. Et maintenant que j'ai un business qui tourne bien et que j'ai un canal de revenus qui me permet de investir et de développer efficacement mes différents canaux, oui, maintenant ça va être YouTube pour tout un tas de raisons que je pourrais expliquer, je veux bien, parce que j'ai compris pourquoi tu faisais LinkedIn et un peu ce qui t'avait fait exploser sur LinkedIn. T'as mis du volume, en fait, tout simplement. Il y a peut-être d'autres raisons que tu nous diras, mais en tout cas, t'as investi du temps, t'en as fait pas mal, t'as fait plus de 500 posts, en fait, il n'y a pas de secret à un moment. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que, déjà, comment t'as fait pour faire... En fait, j'ai une question, c'est comment t'as fait pour faire péter ton podcast? Comment t'as fait pour faire péter ta newsletter? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que t'as envie d'investir sur YouTube? Parce que c'est hyper dur, YouTube. Voilà, enfin, si on prend le podcast, la newsletter, déjà, comment tu t'as fait péter? Toi, c'est quoi le truc qui a fait péter ton podcast, tu vois? Justement, alors déjà, il faut définir ce qui est faire péter. Tu vois, la courbe de progression du podcast, elle a été, je pense que de septembre, donc je l'ai lancé en septembre 2022, jusqu'à décembre, je plafonnais à... tu vois, je suis monté assez rapidement vers les 1000 écoutes mensuelles, 1500... mais après, jusqu'à décembre, ça plafonnait un peu. Après, de janvier jusqu'à mars, j'étais passé de 1500 à 3000 parce que j'avais rajouté des extraits. Donc en plus de faire mes épisodes, je faisais des petits extraits de 10-20 minutes parce que chaque épisode dure entre 1h30 et 2h. C'est long, c'est lourd. Les gens n'avaient pas forcément le temps, donc je faisais des petits extraits pour inciter les gens à regarder le long, enfin à écouter le long. Donc ça avait fait passer de 1500 à 3000. Et après, quand je suis passé en studio, là pareil, la qualité, audio, moi j'étais plus à l'aise, je suis devenu plus compétent en fait dans le podcast. C'est passé de 3000 à 5000, 6000 écoutes mensuelles. Et c'est quand... donc là j'ai commencé aussi à lancer sur YouTube. Ouais. Donc c'était vers, je pense, avril dernier. Et ensuite de avril jusqu'à septembre, ça a pas mal plafonné, entre 5 et 6 000, parce qu'en fait, c'était surtout en audio, les écoutes. Ouais. Et YouTube, ça prenait pas beaucoup. Okay. Et en octobre, j'ai eu des épisodes qui sont sortis qui ont bien pété. Et là, le podcast, il est passé... Alors, en octobre, j'avais fait 70 000 écoutes mensuelles. Ok, ouf. Ouais. En comptant YouTube, du coup. En comptant YouTube, exactement, parce que les épisodes YouTube avaient super bien pris. Et là, du coup, en novembre, je crois qu'on est redescendu, mais on est autour des 40 000 écoutes mensuelles. Donc ça reste très très bien. Ouais. Mais voilà, pour refaire la courbe de progression, c'était plateau à 1500, plateau à 3000, plateau à 6000, et après, ça a pété, mais grâce à YouTube. Donc grâce à des invités qui, j'imagine, étaient recherchés sur YouTube ou avaient déjà une belle communauté. Ouais, exactement. Exactement. Il y avait Mounir Lagoun de Finari. Okay. Il y avait Guillaume Rouvier de Hibou Expert. Il y avait Xavier Delmas de Zone Bourse. Okay. Donc ça, c'est des gars un peu connus.
ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, profiter un peu de Bah, bien leur sûr, ouais. visibilité pour que les gens découvrent le podcast. Et donc, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, YouTube, c'est super puissant. Donc, j'ai creusé sur le côté technique de YouTube. Et en fait, YouTube, c'est Google, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement bien construit d'un point de vue algorithme. C'est extrêmement bien construit d'un point de vue SEO, référencement. Ouais. C'est-à-dire que le titre de ta vidéo, les mots-clés, la description, les tags, tout ça, ça compte dans le référencement sur Google. Donc, les gens, maintenant, si je tape conseil, enfin, je sais pas, conseil en investissement ou investir en bourse, ce genre de choses, bah, quand tu parles de ces sujets-là sur YouTube, tes vidéos, elles peuvent ressortir sur des recherches Google. Donc, Ouais. ça aide énormément, ça joue beaucoup. Et donc c'est pour ces raisons-là que je me dis, bah, enfin ça et aussi le côté proximité, c'est-à-dire que Ouais. quand quelqu'un lit un post à toi LinkedIn tu vois, dans le métro en 5 minutes, ou qu'il regarde une vidéo, donc il te voit, il t'entend pendant 1 heure et demie, 2 heures, l'impact psychologique, l'impact marketing, la création de proximité n'est pas du tout la même. Et donc, vu que je cherche à renforcer cette proximité avec mon audience, tout en profitant de la viralité de l'algorithme, c'est Ok. selon moi la plateforme la plus adaptée. Ok. Donc ouais, ce qui te pousse aujourd'hui à investir massivement sur YouTube, clairement, c'est pas forcément que ça t'a rapporté des ventes. Pas C'est un du peu, tout. tu vois que ça va marcher, tu as la conviction que ça va marcher, tu as 2-3 vidéos qui ont explosé, et tu te dis, bah, je vais investir là-dessus parce que c'est du long terme, quoi. Je Exactement. sécurise le côté SEO, et pour les gens qui me suivent, ça renforce le truc. Et c'était pas possible de lancer cette plateforme avant. Ouais. Parce que je m'explique, YouTube, quand tu veux faire, en tout cas, enfin, encore une fois, il y en a qui vont te dire non, mais tu peux te sortir avec, c'est bon, avec ton téléphone, et puis tu te filmes, et puis tu as un petit micro acheté à 50 euros. Bon, très bien, tu peux faire ça. Tu peux tout à fait le faire et te lancer. Et il y a des gens qui ont fait 100 000 abonnés sur YouTube avec un téléphone et un petit micro en faisant des vlogs, hein, je dis pas. Mais encore une fois, ça dépend de l'image que tu veux donner. Et moi, c'est pour cette raison que très rapidement, je suis passé en studio pour le podcast. Je veux apporter de la qualité audio, visuelle, dans la qualité des invités, des échanges. Et je veux faire pareil sur YouTube. Je veux apporter directement de la bonne qualité. Donc, moi, j'ai acheté tout un matos, ma caméra, le micro, les lumières. Je me suis fait un petit setup dans mon bureau. Et derrière, je paye des monteurs aussi pour faire du Ouais. montage. Donc, en tout et pour tout, pour être transparent, hein, un épisode YouTube, en moyenne, que ce soit un podcast ou une vidéo classique même de 15 minutes, moi, ça me coûte en tout et pour tout. Enfin, non, c'est différent le podcast parce qu'il y a la location du studio, mais on va dire sans compter la location du studio, un épisode, une vidéo YouTube, ça me coûte en moyenne 250, entre 250 et 300 euros. Et si tu comptes la location du studio, je sais pas si on a le droit de le dire, mais c'est... Bon, on peut le dire, je pense que de toute bah, manière, les c'est- prix ouais. sont publics. Le Oh. studio, là, c'est 200 euros hors taxe pour 1h30. C'est ça, ouais. Euh, Voilà. Donc voilà, t'es en gros à 400, 500 euros, t'es à 500 euros pour un épisode de podcast, quoi. Et aujourd'hui, je suis pas du tout rentable sur ces épisodes ni sur les vidéos YouTube. hmm. C'est uniquement parce que j'ai mon activité à côté qui génère de la trésorerie, du cash, que je peux investir dans des studios, des caméras, des monteurs, mais choses que j'aurais absolument pas pu faire avant. Donc tu vois, Ouais. pour ceux qui se disent ah je voudrais me lancer, etc. Bah, YouTube, encore une fois, si tu cherches pas forcément à te donner une image très 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 quali, tu vois, t'es plus en mode limite, j'exagère, vlog ou authentique, chill, bah tu peux te lancer, mais si tu veux avoir une posture un petit peu plus pro et carrée et qualitative, c'est pas la meilleure plateforme pour se lancer, quoi. Ouais. Tu peux faire du très bon contenu sur LinkedIn, sur Twitter, sur même Instagram, je pense, et avoir à mettre beaucoup moins de moyens. Ouais, non mais clairement, c'est important de le dire parce que les canaux, enfin les différents canaux dont on parle depuis tout à l'heure, ça prend tellement de temps, c'est tellement lourd en investissement que se lancer sur le mauvais, ça peut vouloir dire se casser la gueule, quoi. C'est-à-dire se démotiver, arrêter, parce que YouTube, ça met du temps à décoller, Ouais. et c'est le meilleur moyen de se décourager. Et ok, juste sur ta newsletter, parce que t'as lâché quand même une dinguerie, tu me dis, je l'ai lancé en décembre dernier, j'ai plus de 9000 personnes, plus de 9000 abonnés. Juste, même question, c'est quoi qui a fait exploser ta newsletter? Parce que 9000 abonnés sur une newsletter quand même relativement nichée, hein, tu es sur un sujet expert, le conseil en investissement, enfin la finance personnelle, c'est des sujets qui ne sont pas des sujets de masse. Avoir en quelques mois 9000 abonnés, c'est énorme, hein, pour les gens qui nous écoutent, de lancer une newsletter, c'est super dur de récolter des abonnés en plus, et d'avoir 9000 abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi Alors, ton secret? un point important, parce que je trouve que j'en entends jamais parler en podcast et je trouve ça dommage. À chaque fois, j'ai envie de poser la question, donc moi je vais le dire. Ouais, Les newsletters,
quand on a quelqu'un qui dit j'ai 10, 20, 30, 40 000, je sais pas combien d'abonnés, demandez-leur le taux d'ouverture. Ouais. Et ça paraît bête. Alors, c'est quoi le taux d'ouverture? C'est tout simplement le ratio entre le nombre de personnes qui ont ouvert le mail qui a été envoyé divisé par le nombre de mails qui ont été envoyés au total. Donc, par exemple, si j'envoie ma newsletter, j'ai 10 000 personnes dans ma newsletter et qu'il n'y en a que 5 000 qui l'ouvrent, j'ai un taux d'ouverture de 50%. Ce qui est déjà et donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, et donc ça, c'est pour expliquer le concept. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que énormément de personnes qui disent « Ouais, j'ai tant d'abonnés dans ma newsletter », ils ont des taux d'ouverture. Alors, un bon taux d'ouverture, bien évidemment, il faut regarder par rapport au volume total. Hein. C'est sur 100 000 personnes ou sur 500 personnes, c'est pas pareil. Mais globalement, quand tu commences à rentrer dans des gros chiffres de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, avoir 40% de taux d'ouverture, ça commence à être bien, tu vois. Au-delà de 50%, c'est très bien. Au-dessus de 50%, honnêtement, j'en connais pas trop, quoi. Ou peut-être des newsletters très 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 particulières où c'est justement le sujet. Typiquement, je crois que la newsletter de Nina Ramen, elle, c'est son métier d'écrire des mails, c'est son métier d'écrire des titres de mails. Donc apparemment, je crois qu'elle a un super, je sais pas, peut-être 60%, je dis peut-être des bêtises, mais à ma connaissance, elle a un excellent taux d'ouverture malgré son volume important, mais parce que c'est son métier, en fait, d'écrire des mails que les gens ont envie d'écrire. Moi, c'est pas mon métier. La newsletter, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 9000, 9300 abonnés et il y a un taux d'ouverture qui est entre 50 et 52%. Donc c'est très bien. C'est très bien. Et c'est toujours, voilà, je dis ça parce que quand quelqu'un vous dit qu'il a beaucoup d'abonnés sur sa newsletter, demandez-lui c'est quoi son taux d'ouverture. Il a pu faire un jeu concours à un moment pour choper, gagner un iPhone et tu chopes 3000 abonnés et en fait les gens ils sont pas intéressés par le sujet. Il y a ça, ou il y en a même d'autres, des amis à moi qui se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast, ils ont des stratégies TikTok. Où en fait tu peux faire énormément de volume sur des TikTok qui redirigent vers ta newsletter et du coup tu peux avoir des dizaines de milliers d'abonnés mais qui sont pas du tout qualitatifs, qui ouvrent pas les newsletters ou que c'est des enfants, enfin bref, tu peux avoir 50 000 abonnés mais c'est creux, quoi, c'est une coquille. Bien sûr. Donc c'était une petite parenthèse. Toi c'est du quali. Moi c'est du quali, c'est des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet. Comment j'ai eu 9000 abonnés en un an? J'ai déjà, premier élément, jamais loupé une seule édition de la newsletter qui est hebdomadaire. Donc là, ça va faire 52 semaines bientôt et on est quasiment à la 50e épisode, enfin 50e édition. Les seules fois où du coup je me suis arrêté, j'ai fait une édition sur deux pendant l'été parce que je voulais prendre des vacances. Voilà, c'était juste ça. Le gars a soufflé un peu, quoi. Mais sinon là, on va avoir je pense 5. J'ai dû louper, et encore je sais pas louper parce que c'était volontaire pendant l'été, peut-être 3 éditions. Tu vois, deux ou 3 éditions. Donc sur 52, je vais en avoir 49 peut-être, tu vois, ou 50. Donc là-dessus, régularité. Deuxième élément, la qualité. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment voulu avoir une newsletter où les gens la lisent et se disent « Punaise, j'ai vraiment appris des trucs. » Toi qui l'as peut-être parcouru sans être un expert du sujet, j'espère que tu as appris des trucs, tu vois, même si t'es pas expert. Ouais, et puis il y en a pour tout le monde. Tu as mis des parties, il y a des parties accessibles, il y a des parties... sur la bourse où là c'est plus technique et moi ça m'intéresse moins, mais en tout cas j'ai vu que c'était costaud, quoi. C'est ça, et donc avoir différents éléments, avoir une structure toujours la même. Donc tu vois, moi au début c'est les actualités, puis je fais une petite analyse, puis je réponds aux questions de la semaine de mes abonnés, puis après je fais un dossier là plus lourd, plus conséquent, et donc voilà, avoir un petit peu de tout. Ça c'est pour on va dire maintenir le taux d'ouverture et que les gens soient satisfaits de la qualité de la newsletter. La conséquence d'avoir une newsletter de qualité hebdo sur le moyen terme, long terme, c'est que tu utilises 2 leviers d'acquisition. Le premier, ça va être les recommandations. Recommandations de bouche à oreille. Donc moi, je sais que j'ai des gens qui partagent ma newsletter à leurs amis. Et ça, c'est un élément hyper important. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu crées un contenu de qualité, ou plutôt quand tu reçois un contenu de qualité, le partager à quelqu'un d'autre, c'est... En fait, on aime bien partager les contenus de qualité parce que la personne à qui tu partages va se dire « Waouh, Mathieu, il m'a partagé une super newsletter ou un super podcast. » Indirectement, la personne va un peu transférer cette valeur vers toi en se disant « grâce à Mathieu, j'ai appris ces choses-là, super, merci, etc. » Donc, quand tu fais du contenu de qualité, les gens sont plus enclins à le partager.
Le deuxième élément, c'est que en ayant justement cette qualité et ce repartage, j'ai eu d'autres grosses newsletters. Enfin, grosses news. Oui, oui, si. Il y avait notamment Money Radar, qui est une grosse newsletter aussi, qui eux faisaient de l'acquisition sur YouTube, qui me recommandaient via Substack. Substack, c'est la plateforme de newsletter que j'utilise. Et donc, quand une autre newsletter te recommande, c'est vachement puissant. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un s'abonne à la newsletter qui te recommande, et bah, au moment où la personne où tu t'abonnes, Substack, la plateforme va te dire la newsletter à laquelle vous venez de vous abonner, elle recommande telle et telle et telle newsletter. Est-ce que vous voulez vous y abonner aussi ? Et donc là, il y a beaucoup de gens qui se disent cette newsletter m'a intéressé. Si elle recommande ABC, c'est que ABC va m'intéresser aussi. Et donc ça a été un énorme levier pour moi. Je pense que j'ai bien 40, ouais, franchement, je dois avoir 40% de mes abonnés au total qui viennent de recommandations de différentes newsletters. Ok, recommandations bouche à oreille, quoi. Recommandations de newsletters, bouche à oreille. Et aussi sur LinkedIn, du coup, chaque semaine, quand je fais un post pour parler de ma newsletter de la semaine dernière. Donc, c'est un peu un teasing. Et en disant, voilà, si vous voulez aller voir la suite, j'ai fait toute une newsletter à ce sujet. Je mets le lien et hop, ça fait des recommandations. Ok. En fait, il n'y a pas de secret. En fait, c'est... Si tu faisais pas du bon contenu, tu n'aurais pas des recos et du bouche à oreille. Ouais. Et puis, tu aurais beau faire des super teasings sur LinkedIn, les gens, ils reviendraient pas. Donc, ok. Ça m'amène... Ok, j'ai quelques questions organisation, parce que depuis tout à l'heure, on dit tout ce que tu as fait. Mais là, je pense que les gens qui nous écoutent doivent se dire, en fait, le gars, comment il fait, quoi ? Comment il fait rentrer tout ça dans une semaine, dans des journées de 24 heures ? Mais avant, en tout cas, je trouvais intéressant. En fait, c'est marrant. C'est marrant, pour construire son autorité en ligne, il n'y a pas de recette. Chacun a son style, chacun a ses méthodes, chacun a sa personnalité. Toi, tu as dit que tu aimais bien parler du coup, tu aimais bien écouter des podcasts, donc tu as fait un podcast. Donc en fait, pour construire son autorité en ligne, il n'y a pas de recette. Mais en revanche, il y a des schémas qui fonctionnent. Et j'ai l'impression qu'on suit à peu près le même. J'aimerais avoir autant d'abonnés dans ma newsletter, autant d'écoutes sur mon podcast. Mais de ce que je note, en fait, il y a prendre la parole sur LinkedIn 3-4 fois par semaine pour répondre à un objectif de visibilité. 2. Et de crédibilité. C'est un réseau où la crédibilité est importante. Yes. 2. Développer une newsletter pour répondre à un objectif de rétention. Je possède mon audience. Je suis propriétaire de mon audience. 3. Lancer un podcast en audio, en vidéo, pour construire, là pour le coup, sa crédibilité, son autorité, et notamment grâce aux invités, le fait d'interviewer des invités parfois connus qui sont déjà des pontes dans un domaine. Il y a un biais cognitif qui est intéressant qui s'appelle le biais de transfert d'autorité. C'est le fait de porter un casque, d'avoir un micro et d'interviewer quelqu'un qui est calé dans un domaine, qui est fort dans un domaine, il te transfère un petit peu de son autorité. Et ça, c'est super intéressant. Et ensuite, c'est ce que tu fais du recyclage entre tous ces canaux-là. Tu parles de ta newsletter sur LinkedIn, tu parles de ton podcast sur LinkedIn, tu sors avec des shorts, etc. Et ça, c'est un schéma. LinkedIn, visibilité, newsletter pour la rétention, podcast, audio-vidéo pour la crédibilité et l'autorité, proximité. C'est un schéma qui, quand même, je remarque, qui est dur dans l'exécution, mais qui est simple à comprendre, quoi, et qui est exécuté par pas mal de créateurs de contenu. Mais du coup, maintenant, comment on fait ça ? En fait, j'ai une petite question organisation. C'est là, on vient de parler de tout ça. Je sais pas, moi, de plus en plus, j'ai un podcast, j'ai une newsletter. J'ai pas autant d'écoutes que toi, j'ai pas autant d'abonnés dans la newsletter. Les écoutes de podcast, je suis monté à... Ouais, les plus gros mois, j'ai fait 5000 écoutes par mois, quoi. Et, je te dis, c'est des plateaux. C'est des plateaux. Et là, je me lance juste sur le studio. On verra si ça suit la même trajectoire. Et newsletter, je l'ai pas du tout médiatisé pour le moment. Et là, je viens d'en relancer une. Mais en gros, j'avais atteint à peu près 700 abonnés, quoi. Par contre, j'ai un taux d'ouverture de 55%. Super. Mais ça vient aussi peut-être du fait que ma newsletter, j'en ai tellement jamais parlé. C'est vraiment que de la recommandation du bouche à oreille. Donc en fait, les gens qui sont venus, ils sont vraiment inscrits d'eux-mêmes, quoi. Jamais j'ai dit viens t'inscrire à ma newsletter. Donc je pense que maintenant que je vais plus en parler, plus la médiatiser, ça devrait un peu baisser parce qu'il y a forcément des gens qui vont venir par un teasing et on verra. Si tu fais de la bonne qualité, les gens ils vont revenir. Je vais essayer en tout cas. Mais en tout cas, podcast, newsletter, LinkedIn, moi de plus en plus, pour éviter la charge mentale, j'essaie de planifier quand même. LinkedIn, de plus en plus, j'y vais de moins en moins au feeling, même si parfois j'ai des idées qui me viennent et que je suis à la bourre et que la vraie vie c'est ça, tu vois. De plus en plus, j'ai quand même un planning. Mon podcast, ma newsletter,
En plus, le sujet de ma newsletter est lié à mon sujet de mon podcast. Les posts LinkedIn, je sais que je vais parler de l'épisode de podcast. Je sais que je vais faire un teasing de newsletter. Donc en fait, je suis presque capable d'avoir un planning global d'un mois qui arrive. Et globalement, le vendredi ou le week-end, je vais me chauffer sur la semaine suivante, quoi. Et ça me permet de réduire ma charge mentale et de protéger ma régularité. Mais ça prend du temps, tout ça, tu vois. Un post LinkedIn, oui, au début, ça me prenait 1 heure. Maintenant, ça me prend moins d'1 heure. Mais ça prend quand même du temps. Je pense en tout, le fait de l'écrire, de le mettre sur LinkedIn, d'interagir. En fait, ça prend bien 1 heure en vrai, si tu veux faire le truc propre. Un épisode de podcast, moi, ça me prend... un podcast à distance, ça me prenait environ 5 heures de faire tout, préparation, enregistrement, puis ensuite préparer toute la com et le distribuer. Maintenant, je pense qu'un podcast en studio, ça me prend beaucoup plus. En fait, ça prend une journée de taf, quoi. Et une newsletter, en vrai, ouais, ça prend moi, aujourd'hui, ça va me prendre une demi-journée de taf, tu vois. Je voulais savoir comment toi, tu t'organises, en fait. Combien de temps ça te prend, tu vois? Comment tu t'organises pour faire rentrer tout ça? Alors moi, j'ai de la chance, j'ai des journées de 28 heures. Je dors C'est 2 heures et demie par nuit. C'est ça ton secret. Non, objectivement, le temps dédié à la création de contenu, en fait, c'est pas compliqué, hein. Quand tu es entrepreneur, ton objectif, c'est de créer une offre qui répond à un besoin et de la distribuer. Hein. Tu peux créer la meilleure offre du monde, si personne n'en entend parler, tu vas jamais la vendre. Inversement, tu peux être super connu, mais si tu n'as rien à vendre, ça marche pas. Donc il faut les 2 éléments de l'équation. Et donc, il faut savoir répartir ton temps et ton énergie entre ces 2 éléments-là. Aujourd'hui, je pense que je suis pas loin du 50-50. C'est-à-dire 50% de mon temps est dédié à de la création de contenu et de l'acquisition client. 50% est dédié au développement de mon offre et à mon business. Et à tes clients, quoi. Et à mes clients, exactement. À mon business, à mes clients. Donc la répartition, elle est assez... comme elle est aujourd'hui. Je pense qu'avant, quand j'ai commencé, mécaniquement, j'ai moins de clients, donc j'ai plus de temps à dédier à ma création de contenu, donc je peux plus carburer. Donc c'est juste une question de, au début, voilà, t'as pas de clients, donc tu peux carburer sur la création de contenu. Attends, c'est super intéressant ce que tu dis. T'es quand même pas... À la base, ton métier, c'est pas la com, c'est pas le marketing. Ce que t'es en train de dire, t'es quand même un gars qui vend des prestations en finance, etc. C'est qu'en fait... 50% de ton temps et de ton activité d'indépendant, qui est un spécialiste de la finance, en gros, c'est quand même de faire du marketing et de la com. Et ça, ok, ça, je trouve que c'est super intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent. Ce que tu dis, c'est que c'était même plus de temps que ça au début. Ouais, bien sûr. Donc le message, c'est en gros, les gars, il n'y a pas de secret. Il y a un moment, même si vous bossez dans un truc qui n'a rien à voir, si vous voulez pas devenir expert marketing, mais que vous avez besoin de communiquer, toi, tu as réduit ton temps et aujourd'hui, tu es à 50% de ton temps, quoi. Quasiment, ouais. Parce que j'avais assez rapidement eu en tête que l'actif le plus important, l'atout le plus important que je voulais développer et que les entrepreneurs, de manière générale, devraient développer, c'est une audience. Parce que je savais qu'une fois que j'avais une audience conséquente, installée, qualitative, je pouvais faire levier dessus pour distribuer mes offres, poser des questions, comprendre les besoins de mon audience, améliorer mon offre, la distribuer, enfin bref. En fait, une audience, c'est un levier énorme pour vivre de son activité. Donc c'est pour ça que j'ai mis énormément d'efforts dessus. J'ai mis aussi beaucoup d'efforts dessus parce que, dès le départ, c'est une activité long terme. Ouais. Au début, tu n'as pas de traction, surtout pour des canaux comme le podcast ou la newsletter, qui ne sont pas sur des réseaux algorithmiques. Et donc, tu ne peux pas faire une newsletter virale qui va te faire gagner 500 abonnés. Ça n'existe pas. Donc, c'est très lent. C'est ce qu'on appelle la croissance organique, à opposer à de la prospection, où là, c'est moi qui vais appeler les gens, envoyer des mails, rencontrer des gens en physique. Il y a des gens à qui ça convient plus, il y a des gens qui sont super bons en vente, prospection, rencontrer des gens, faire du cold email, des appels, etc. C'est l'inbound et l'outbound, l'entrant et le sortant. Donc il y a les profils plus commerciaux et il y a les profils plus marketeux. Donc je pense qu'on est dans les marketeux qui font de l'inbound, quoi. C'est ça, alors faut avoir les deux parce que derrière il faut pouvoir vendre, etc. Mais globalement, moi j'étais pas hyper à l'aise. Encore une fois, on en revient au sujet, je l'ai dit tout à l'heure, du syndrome de l'imposteur. Ouais. Et moi, appeler des gens ou contacter des gens en one-one et leur dire genre ouais, je veux te vendre ceci ou cela, ou je peux t'accompagner pour faire ceci ou cela, j'étais pas à l'aise. Et donc je me suis dit, je préfère créer du contenu, et si ça attire des gens, tant mieux, quoi. C'est eux qui seront venus d'eux-mêmes. Et ça, c'est un autre énorme avantage de faire de l'organique, de l'inbound, comme tu dis, c'est que les gens qui te contactent,
ils sont déjà convaincus en fait. Hmm. Et moi, j'étais pas à l'aise, tu vois, d'appeler des gens et qui me disent oui, mais pourquoi vous, je devrais vous faire confiance. Quand tu fais du contenu et que les gens te contactent d'eux-mêmes, bah, en fait, ils sont déjà convaincus. T'as entre guillemets plus que besoin de convertir ou de mettre la petite cerise sur le gâteau. Mais t'as pas ce stress de devoir convaincre la personne et de te justifier en fait. Moi, je voulais pas avoir à me justifier. J'ai oublié ta question, pardon. Trop intéressant, j'ai oublié ma question aussi. Inbound, outbound. Non, mais le temps, comment je répartis on était mon sur temps. le temps, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, pour les gens aussi, en fait, ça a peut-être changé, mais en gros, c'est 50% de ton temps, 50% de ton temps sur le contenu. Ouais. Et en gros, à l'intérieur de tout ça, tu passes combien de temps sur une newsletter, tu passes combien de temps sur un podcast, tu vois, pour que les gens se rendent compte un peu aussi, bien sûr, parce que certains veulent peut-être se lancer là-dessus. Ouais. Combien de temps pour LinkedIn, une newsletter ou un podcast, quoi, en gros. Ouais. Alors, au début, quand tu commences un nouveau canal, je conseille de le maîtriser à 100%, ou en tout cas à 80%, avant de passer à un autre. Déjà, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, se lancent et directement font Twitter, Insta, LinkedIn, Facebook, tout ce que tu veux, et qui se dispersent et qui ne progressent pas suffisamment dans un canal. Moi, quand j'ai commencé pendant 6 mois, enfin jusqu'à ce que je lance le podcast, j'ai fait que du LinkedIn. Je faisais 3 posts par semaine, que du LinkedIn. Et donc j'ai poncé le réseau. Au début, j'y passais honnêtement franchement, je devais y passer entre, comme tu dis, l'écriture des posts, commenter les posts des autres, répondre à tes commentaires, et nanani, aller interagir chez les autres, etc. En tout et pour tout, je pense que je passais une bonne dizaine d'heures par semaine sur LinkedIn. Ok. Facilement. Ouais. Donc quasiment 2 heures par jour. Ouais. Franchement, au début, pendant 6 mois, j'ai fait ça. Après, quand j'ai eu le podcast, j'ai un petit peu... non, j'ai pas forcément réduit LinkedIn à ce moment-là, mais c'était un nouvel asset. Pour le temps que j'y passais, c'était en visio. Donc, pareil, je passais peut-être 1 heure à préparer le podcast, 1 heure d'enregistrement, et puis après, je faisais le montage. Ça me prenait beaucoup de temps. Alors, je l'ai délégué pas trop longtemps après, mais pendant bien 4 mois, c'était moi qui faisais le montage. Donc, chaque épisode, j'en faisais un toutes les 2 semaines, et j'en fais encore un d'ailleurs aujourd'hui toutes les 2 semaines. Chaque épisode devait me prendre peut-être bien 4 heures. Bien 4 heures. Parce que je faisais le montage, tout ça. Sans compter la création du post pour communiquer dessus, Ouais, etc. aussi, quoi. ouais, t'as raison, il y a aussi la création du post LinkedIn. Moi, j'étais à 5 heures par épisode, c'est ça, en faisant tout, en comptant la com. Exactement, je pense qu'on était dans ces eaux-là. Et ensuite est arrivé en décembre la newsletter. Et donc là, depuis décembre, donc là ça fait 1 an, j'y passe, et là ça c'est un vrai sujet, j'y passe une journée. Donc, mais ça m'étonne pas, elle est monstrueuse ta newsletter. Ouais, donc c'est le vendredi, et j'y suis genre de 9h à, et là, justement, généralement j'essaie de me presser parce que je sais que quand j'ai fini la newsletter, je suis en week-end, donc j'essaie de pas finir trop tard, mais ouais, j'y passe de 9h à en moyenne autour de 17h, quoi. Donc j'y passe quasiment 8h. Ouais, franchement, quand t'enlèves la pause du déjeuner, tu passes 7h, quoi. Donc c'est une journée entière dédiée à la newsletter. Là, aujourd'hui, je commence un peu à essayer de déléguer une partie parce que, bref, ça me prend trop de temps. Pareil pour le podcast, maintenant, je délègue le montage. Ouais. Et sur LinkedIn, je délègue aussi certains éléments comme, tu vois, aller commenter chez les autres. Ouais. Genre, moi, les commentaires qui sont sur mes posts, c'est toujours moi qui réponds. Mais maintenant, j'ai une community manager qui va commenter chez les autres pour donner de la force, pour, tu vois, aider les autres créateurs. Ouais, faire du réseau, quoi. Faire du réseau, parce que ça, en fait, on va dire d'un point de vue plus-value personnelle que toi t'apportes dans les commentaires, C'est clair. Parfois, tu peux apporter des commentaires très, très smart, hein, mais 90% du temps, c'est juste en mode genre super, merci beaucoup, c'est intéressant, etc. C'est juste le jeu d'interaction sur LinkedIn. Exactement. Où la plus-value est relativement faible. Cette partie-là, maintenant, je l'ai déléguée. Et depuis le début, pour les posts LinkedIn, moi, je m'organise pour avoir une banque de posts prête. Ce qui est plus utile quand tu as 500 posts de backlog. Du coup, tu peux toujours reprendre un peu et puis modifier, etc. Mais globalement, j'essaie d'avoir au moins 1 à 3 semaines de posts toujours en backlog. Et idéalement, je les ai même programmés. Maintenant, on peut programmer sur LinkedIn directement. Je programme 1 à 2 semaines en avance. Et donc, en fait, maintenant, j'arrive à écrire en moyenne 4 posts en 1 heure, 2 heures. C'est genre le lundi matin, je fais ça. Et je fais quasiment plus rien, en fait, à part 30 minutes après avoir posté, pendant que... Quand mon post est publié, j'interagis pendant 30 minutes, 1 heure avec les commentaires sur mon post. Mais c'est tout, quoi. Donc, si tu synthétises, ça fait, sachant que je poste du lundi au jeudi en moyenne, on va dire 4 fois, allez, 4 heures, plus
une heure, ou même pas une heure, hein, honnêtement, c'est une demi-heure. C'est plutôt 2 heures, plus 2 heures de rédaction de post. Maintenant, je pense que j'y passe plus 4 heures par semaine. Ok. Ok, très solide pour poster 4 posts finalement, être assez présent sur LinkedIn et y passer que 4 heures, c'est cool. Ouais. Et donc ça, la newsletter et le podcast en tout, ça te prend combien de temps? Parce Bah, que maintenant, tu enregistres en ouais. studio. Ouais, maintenant c'est en studio, donc je passe une heure et demie à préparer les épisodes. Je passe une demi-heure pour aller au studio, ça me Ouais, paraît ça con dit compte, comme ça ça, compte. mais 2 heures d'enregistrement, une demi-heure pour rentrer, donc on est à, tu vois, 3 4 heures et demie là. Et ensuite, alors le montage, je le délègue, mais Il faut je fais briefer. beaucoup d'allers-retours avec mes monteurs sur la création de l'introduction. Parce que moi, j'essaie de faire une intro dynamique, avec sélection des extraits sympas. Pareil pour les shorts, je lui dis, ah bah sélectionne celui-là, plutôt celui-là. Globalement, le montage, avec les allers-retours avec mes monteurs, je pense que j'y passe bien 3 heures de plus. Et donc, ouais, on est à 7h30, donc on doit pas être loin de 8 heures, c'est une journée de travail par C'est une journée de épisode. taf. Très bien. Et là, on a le 50% de ton temps. On a une demi-journée LinkedIn, une journée podcast, Ouais. une journée newsletter. Et là, il y a YouTube qui se ramène Et dans il y a YouTube l'équation. qui se ramène. Oh là là. Mais justement, c'est pour ça. Mais c'est cool que tu te dises ça. Parce que tu Ouais. vois, on pourrait se dire, ouais, mais le gars, en fait, il doit. Enfin, tu vois, on sait pas comment il fait. Moi, j'y arriverai jamais et tout. Mais en fait, tu y passes du temps, quoi. Bah, Tu t'y t'es passes du organisé temps. pour ça. Mhm. Et tu délègues une partie aussi. Pas au début, mais du coup, petit à petit, tu délègues. Il n'y a pas de magie. À un moment donné, tu peux pas tout faire, quoi. Exactement, tu as 24 heures dans une journée, donc là, je vais essayer de passer un peu moins de temps sur la newsletter, de moins en moins aussi sur le podcast. Je vais essayer de faire, tu vois, mes monteurs montent en compétences, donc j'ai peut-être moins d'aller-retour à faire avec eux. Et donc, ces quelques heures d'économiser, hop, elles sont transférées sur YouTube. Nickel. Je vois l'heure qui tourne. T'avais encore 10 minutes, hein. Ouais, Après bien le sûr. temps, est-ce que, enfin, 10 minutes de temps additionnel, c'est OK? C'est complètement C'est ok. OK. J'ai quelques questions que je voulais te poser. On peut y répondre un peu plus du tac au tac. Tu parles souvent du rapport à l'argent, t'en as parlé au début. Et je voulais savoir, toi, dans ton parcours là, jusque-là, depuis 18 mois, qui a quand même plutôt été successful jusque-là, en quoi ton rapport à l'argent t'avait aidé? Je pense que j'ai toujours vu l'argent comme un outil au service de mon épanouissement. Et vu que je le voyais comme ça pour moi, ça m'a aidé à transmettre l'idée que ça peut aussi l'être pour les autres. Et je pense que ça a énormément guidé, axé la façon dont je m'exprime dans mes posts et la façon dont je parle dans mes posts, dans mes contenus, la façon dont je parle d'argent. Et il y a beaucoup de gens qui, des retours que j'ai, ont fini par un peu adopter cette vision en se disant ah, mais en fait, il a raison. Enfin, on parle d'argent de façon extrêmement taboue en France. C'est un sujet mauvais, sale. On n'ose pas en parler. T'as de l'ambition, c'est pas bien. Tu gagnes de l'argent, c'est mal vu. Et en fait, tous ces éléments-là, je dis, mais non, l'argent, ça peut être hyper positif. Ça peut t'aider à profiter de la vie à 200%, à régaler tes proches. Ça peut te permettre d'investir dans, tu vois, ton business, ton activité. Ça peut te rendre libre. Tu peux, tu vois, si t'as pas la contrainte, certaines contraintes financières, tu peux être plus libre géographiquement. Tu peux être plus libre dans les activités que tu vas faire. Enfin voilà, moi je vois l'argent comme quelque chose de super positif. Et j'en parle de façon décomplexée. Et je pense que ça m'a aidé à justement transmettre cette vision et à faire adhérer d'autres personnes à cette vision. Hmm. Et tout à l'heure, tu disais au début, tu as commencé comme tout le monde, en mode un peu galérien, tu n'avais pas beaucoup de chiffre d'affaires, ça prenait du temps à venir. Le bootcamp, tu étais très content de faire 1200 balles sur un bootcamp. Là, sur 2024, pour donner une idée, tu projettes quoi comme fourchette de chiffre d'affaires? 2024, ça va paraître très gros, mais c'est parce que je mets en place des gros investissements aussi. Mais franchement, j'aimerais faire autour des 200K, de 200 000 euros Ouais. de chiffre d'affaires, je Sachant pense. qu'on parle de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas tout aussi qui va dans ta poche. Tu Ouais, réinvestis sur le podcast, tu ouais. fais de la Ah vidéo ouais, YouTube. bien Donc, sûr. Bien sûr. ok, non, Ouais. mais super, merci pour la fourchette. On voit la marge de progression aussi. Et juste, et si tu devais recommencer aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a un truc que tu ferais différemment? Pas forcément. Pas forcément. Sincèrement, le fait de publier sur LinkedIn, c'était simple d'accès, ça coûtait rien. Ça m'a permis de faire beaucoup de contenu rapidement. Ça se recycle plutôt bien. Le podcast, pareil, j'ai rencontré des gens super bien. Ça m'a apporté aussi de la confiance en soi dans la communication, dans la façon de s'exprimer.
Et la newsletter, ça a été plus sur le côté marketing. Le seul élément, je te disais tout à l'heure, c'est peut-être j'aurais commencé la newsletter 3-4 mois plus tôt, mais honnêtement, ça aurait pas changé grand-chose, quoi. Donc non, je pense pas. Hein, comme tu l'as dit, ça allait très vite pour moi. Je suis très content, mais après, j'ai beaucoup bossé pour ça aussi, franchement. Je bosse beaucoup. Mais je pense pas que je changerais grand-chose, honnêtement, avec du recul. Trop cool. Le mec fait un sans faute. Non, je pense pas du tout que j'ai fait un sans faute. Mais je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pu améliorer. Mais tu vois, est-ce que je referais l'histoire Non. Honnêtement, ça s'est bien passé. J'étais super épanoui dans ces derniers mois. Et j'espère que ça va continuer. Écoute, trop bien. Si je récapitule quand même pour les gens qui nous écoutent, qui sont toujours là après 1h20, t'as choisi ton sujet d'expertise. Tu t'es dit, tiens, j'ai envie de parler de finance. Ça, c'était là. 1, choisir ton sujet d'expertise. 2, tu t'es mis à poster 3-4 fois par semaine sur LinkedIn minimum. 3, t'as créé un super podcast, d'abord en audio puis en vidéo, où tu interviews des références dans ton domaine et tu publies tes épisodes en audio et depuis sur YouTube. 4, tu as lancé une newsletter sur ton sujet avec un contenu poussé, profond, toutes les semaines. 5, à partir de ton podcast, tu as lancé une chaîne YouTube et tu as commencé à créer des petits shorts vidéo que tu distribues un petit peu partout, des petits extraits vidéo. 6, je sais plus dans lequel j'étais, tous tes réseaux sociaux, en gros, ils redirigent, d'après ce que j'ai compris, vers ta newsletter, selon tes actus, ou peut-être une formation quand tu vends, mais en gros, tu as vraiment une stratégie où tout redirige vers l'actu du moment, quoi, on va dire. T'organises... en plus ça je l'avais noté, on n'en a pas parlé, mais dans ta com tu événementialises ta com, c'est-à-dire que parfois tu organises des masterclass pour avoir plein de prospects d'un coup et faire un peu comme une opération de vente, voilà, un gros lancement de vente. Ça c'est intéressant aussi, et tu augmentes petit à petit tes prix. Et voilà, est-ce que tu as conscience qu'en fait tu donnes une masterclass de marketing pour indépendants, quoi? On pourrait prendre ton parcours et on se dit ça c'est une masterclass de ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, mais je sais pas si c'est une masterclass, mais en tout cas je me suis formé sur ces sujets-là. J'avais conscience que je n'ai pas l'ancienneté, tu vois, l'historique, le réseau qui me permettrait de vendre en claquant des doigts, de dire je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai les moyens pour. Non, je partais from scratch. Et les posts LinkedIn, je faisais tout je fais toujours tout à la mano, mais ça me coûtait rien. Le podcast, je faisais tout moi-même, je mettais pas un centime dedans, et c'est que progressivement, quand j'ai commencé à faire des sous, que j'ai commencé à réinvestir. Mais au début, il faut faire from scratch, il faut y aller avec les dents. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, tu te formes progressivement sur ces sujets. Mais très clairement, le marketing aujourd'hui, c'est nécessaire pour communiquer. Le marketing, c'est pas mauvais. Hein, c'est juste, ça t'aide à communiquer tes idées, tes valeurs et tes offres à des gens qui pourraient être intéressés. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux créer la meilleure offre du monde. Si les gens n'en entendent pas parler, ça ne sert à rien. Le truc à retenir en une phrase pour quiconque serait dans ta position d'il y a un peu plus d'1 an et veut se lancer. Ouais. C'est quoi le truc à retenir? C'est d'y aller, de commencer le plus tôt possible, parce que dans tous les cas, les premiers contenus, ils seront mauvais. Moi, mes premiers posts, ils étaient éclatés au sol, mais c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. Au début, ça floppe. Et par définition, c'est ce que je disais, moi j'avais peur, mais que vont penser mes proches, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur Insta, que vont dire mes proches, que vont dire les gens. Ayez conscience que vos contenus, au début, seront mauvais. S'ils sont mauvais, l'algorithme ne va pas les pousser. S'ils ne sont pas poussés par l'algorithme, personne ne va les voir. Par définition, un flop, personne ne l'a vu. Personne ne voit. Donc il faut arrêter de se flipper, de dire je vais faire un flop, c'est que vont dire les gens. Si tu fais un flop, personne ne le voit. Les gens ne retiennent que ce qui marche. Il n'y a pas une salle qui est là, qui t'attend pour applaudir. Exactement. Personne t'attend, quoi. Personne t'attend. Fonce. Moi, ce que je dis souvent, c'est on est le héros de sa propre histoire. Alors, soyez le meilleur héros possible et commencez dès maintenant. Trop cool, merci. J'ai une petite question surprise, choisie entre 1, 2, 3, 4. Ok. J'ai fait ça, j'ai pas des vraies cartes, j'aurais aimé faire avec des vraies cartes. C'est l'avant-dernière question. Je m'attendais à avoir 1, 2, 3, donc je vais prendre la 4. Tu vois. Je sais même plus laquelle est la 4. Ouais, Lila, tu vois, c'est vraiment le hasard. Quel est le truc qui t'énerve le plus au monde? Je peux en dire 2. Ouais.
Je pense que le numéro 1, c'est le sang chaud. C'est-à-dire les gens qui ont le sang chaud, les gens qui démarrent, les gens irritables et qui peuvent démarrer rapidement. Moi, je suis un extraverti, mais j'adore être avec des introvertis. Je pense que toi, t'es un peu introverti, non? Alors, moi, je suis complètement extraverti, mais je me contrôle, je me maintiens. Je pense que du coup, tu es comme moi. Alors, mais voilà, j'aime bien être avec des gens calmes, posés, avec qui on peut discuter tranquillement, pas qui osent pas la voix, ce genre de choses. Et donc vraiment, moi, quand il y a des gens qui s'énervent vite ou qui te coupent la parole ou qui parlent plus fort que l'autre juste pour faire monsieur machin, ça m'insupporte au plus haut niveau. Et aussi la mauvaise foi. Et la mauvaise foi, quand tu te dis, mais attends, mais mec, là, on a fait ci, on a fait ça. Non, mais je pense pas. La mauvaise foi, j'aime pas. Mais je pense que ça m'énerve beaucoup moins que les gens qui ont le sang chaud. Ok. Trop intéressant ce que tu dis, parce que moi, je suis méga extraverti, en vrai. Je tire vraiment mon énergie d'être en contact avec les autres. Mais en revanche, mon langage de l'amour, pour ceux qui connaissent le bouquin, il y a un bouquin, les 5 langages de l'amour, enfin, le truc que j'apprécie le plus, c'est des moments qualitatifs avec les gens. Du coup, là, j'adore. C'est pour ça aussi que je fais un podcast. J'aime bien... être dans l'extraversion, mais pas forcément dans plein de monde, et partager un moment qualitatif pour aller en profondeur dans un échange, là c'est cool, ça me donne plein d'énergie, tu vois. Et donc c'est en soi que je suis pas, tu me lâches dans une soirée avec plein de monde, je suis tout foufou, mais là en vrai j'aime bien aussi les moments posés aussi. Ah ouais, trop pareil, tout pareil. Et on s'est rencontrés dans le cadre d'une soirée d'ailleurs. Ouais, on s'est rencontrés en soirée, ça a bien matché. Ça a bien matché, mais on était posés. Et merci pour ta réponse sincère. J'ai l'avant-dernière question, c'est la passe décisive, c'est une question que je pose à chaque fois, c'est en fait... qui est-ce qui, dans ton réseau, a une bonne réputation selon toi et qui pourrait venir partager dans ce podcast un peu de son histoire? C'est dur parce que j'en ai plusieurs. On va m'en vouloir de ne pas choisir certains. Au niveau de la réputation, elle a déjà une bonne réputation, et c'est une femme, et je pense qu'elle aurait pas mal de choses à partager. Ça serait Juliette Cadeau, que tu connais sûrement, sur LinkedIn. Et elle, pour le coup, je pense qu'elle a bien masterisé le sujet du personal branding. Enfin, je veux dire, tous ses posts, ils explosent sur LinkedIn. Bon, après, c'est son métier, mais ça marche super bien. Et je pense qu'elle a une très bonne posture d'experte. Elle a une bonne authenticité. Donc, ce serait intéressant de décrypter tout ça. Merci pour la passe D. T'es le deuxième qui fait une passe D à Juliette. Ah donc, ça commence à chauffer. Il va falloir que je la contacte. J'ai interviewé Mélissa Osmani et elle a fait une passe D à son binôme de la com. Merci. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de bosser avec toi? Et je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Ouais, comme on disait sur LinkedIn, Charles Elias Farah, vous pouvez m'ajouter. Moi, j'accepte tout le monde et j'essaie de répondre à tous les MP. Et vous pouvez me suivre. Ça, c'est la meilleure moyen de me contacter. Après, il y a des mails, tout ça, mais bon, c'est pas très, très, très fun. Après, oui, effectivement, parfois, les LinkedIn, j'ai l'impression, bloquent avec les emails, tout ça. Donc, s'il y a besoin de me contacter par mail, ça serait farah.charles.elias@gmail.com. Et si vous voulez juste me suivre et pas forcément me parler, il y a la newsletter Le Grand Bain, il y a le podcast Le Grand Bain sur toutes les plateformes audio, sur YouTube également, et bientôt les nouvelles vidéos YouTube aussi qui vont sortir. Donc voilà, YouTube, LinkedIn, podcast, audio et visuel. Gros teasing. Bon, tout ça est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour le partage, Charlie. Merci à toi pour l'invitation, Mathieu, c'était top. On refait ça quand tu veux.